Imaginez un peu. Vous vous battez pendant des années pour la liberté, vous la gagnez et, le tout premier jour, vous la confiez à un dictateur. Ça paraît fou, non? Eh bien, c'est l'histoire méconnue mais absolument cruciale de la première semaine d'Haïti. 7 petits jours qui ont scellé le destin de toute une nation d'une façon que très peu de gens soupçonnent. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On est le 1er janvier 1804, au Gonaïves. Dehors, c'est l'euphorie totale. La foule est en liesse, on célèbre la naissance de la toute première république noire du monde. Mais pendant que ça chante et que ça fête, les héros de la Révolution, eux, s'enferment en secret. Et derrière les portes closes, ce qui se décide est bien plus sombre que la fête à l'extérieur. Ce qui sort de cette réunion, c'est juste hallucinant. Les chefs de l'armée ne prêtent pas serment sur une constitution ou pour défendre le peuple. Non, ils jurent d'obéir aveuglément aux lois émanées de son autorité, l'autorité de Jean-Jacques Dessalines qui est nommé gouverneur général à vie. Voilà, jour 1 de la liberté, une dictature militaire est née. Là, on est obligé de se poser la question, mais pourquoi? Comment est-ce qu'on passe de la libération totale face à la tyrannie à ça? Confier un pouvoir absolu à un seul homme, comme ça, tout de suite. En fait, la réponse, elle est dans la situation complètement désespérée de cette première semaine. Pour comprendre ce choix, il faut regarder l'état du pays. Et le tableau est catastrophique. Il ne s'agit pas juste de construire une nation, mais de la rebâtir sur des ruines, littéralement. La guerre d'indépendance a été d'une violence inouïe. La tactique de la terre brûlée a tout dévasté. Les plantations, qui étaient les plus riches du monde, ne sont plus que des champs de bataille calcinés. Les villes sont en cendres, l'argent a disparu avec les colons, la fameuse perle des Antilles n'existe plus. En fait, le nouveau gouvernement fait face à une triple menace mortelle. Premièrement, la guerre n'est pas tout à fait finie. Des troupes françaises sont encore juste à côté, prêtes à réattaquer. Deuxièmement, Haïti est complètement seule au monde. Toutes les grandes puissances l'ignorent, la mettent en quarantaine. Une république noire, ça fait peur à tout le monde. Et troisièmement, l'économie est à zéro et il n'y a plus personne pour travailler dans les champs. Face à cette urgence absolue, Dessalines et son équipe ne perdent pas une seconde. Les décisions qu'ils prennent dès les premiers jours sont extrêmes, radicales. C'est une question de survie, pure et simple. 3 actions majeures sont lancées immédiatement. D'abord, un symbole hyper fort, on jette le nom colonial de Saint-Domingue à la poubelle et on reprend Haïti, le nom taïno originel de l'île. Ensuite, une mesure très pragmatique, on offre du cash pour faire revenir les Haïtiens au pays, pour avoir des bras pour relancer l'agriculture. Et enfin, une décision économique capitale, toutes les terres des anciens colons français deviennent propriété de l'État. Et cette décision sur les terres, c'est comme jeter une allumette sur un baril de poudre. Ça déclenche tout de suite un conflit interne énorme entre 2 groupes. D'un côté, les anciens libres, qui étaient déjà libres avant et qui estiment que les terres de leur famille de colons leur reviennent, et de l'autre, l'immense majorité des nouveaux libres, les anciens esclaves, pour qui la vraie liberté, c'est la terre, et ils en veulent leur part. On arrive ici au cœur du drame haïtien, à ce paradoxe fondateur. Pour assurer la survie de tout le monde, la survie collective, on va devoir sacrifier une partie des libertés individuelles qui venaient à peine d'être gagnées. Les dirigeants de l'époque se retrouvent face à un choix impossible, un dilemme qui est, au fond, toujours d'actualité. Comment est-ce qu'on garantit la liberté d'une nation entière sans parfois devoir contraindre celle des individus qui la composent? Pour Dessalines, la philosophie était très claire. La liberté, ce n'est pas le droit de ne rien faire, de se la couler douce. Surtout pas quand le pays est au bord de l'effondrement. La survie économique passe avant tout. Et pour ça, il faut reprendre le travail dans les plantations, de force s'il le faut. La discipline militaire doit s'appliquer à toute la société. Et ce système, il a un nom, le caporalisme agraire. Pour faire simple, ça veut dire que l'armée devient la colonne vertébrale de tout l'État. Les officiers ne commandent pas que les soldats. Ils gèrent la justice, la police et surtout, ils forcent les gens à retourner travailler dans les champs pour faire repartir l'économie. Bon, maintenant regardons un peu les conséquences de tout ça. Parce que les décisions prises dans la panique de cette première semaine, eh bien, elles vont laisser des traces pendant plus de 2 siècles. D'ailleurs, même les historiens n'ont pas la même lecture de ces événements. Vous avez par exemple Thomas Madiot qui insiste beaucoup sur la joie populaire, l'enthousiasme des gens. À l'inverse, Beaubrune Ardouin est beaucoup plus critique. Pour lui, l'élite militaire a juste pris la place des colons pour s'accaparer les richesses. Et des chercheurs plus récents, comme Watson Denis, confirment que la stratégie de Dessalines, c'était d'abord et avant tout une question de sécurité. Contrôler toute l'île pour être sûr de ne pas être envahi. Et les graines de la discorde semées cette première semaine ont poussé très vite.
Cet État militarisé et le conflit pour les terres créent des tensions insoutenables. Résultat, Dessalines est assassiné en 1806. Et à peine un an plus tard, le pays se fracture en deux. Un royaume au nord, une république au sud. Les divisions de la première semaine ont mené directement à la guerre civile. Il faut quand même garder une chose essentielle en tête, le contexte. Il n'y avait aucun modèle, aucun guide à suivre. Créer un État à partir d'une révolte d'esclaves, dans un monde qui les considérait encore comme des objets, personne n'avait jamais fait ça. Chaque décision a été inventée dans le feu de l'action. C'est un mélange de génie, de vision, mais aussi de pragmatisme brutal. Et on en arrive à la question finale. En créant cet État autoritaire pour assurer la survie immédiate, en laissant cette bombe à retardement du conflit foncier, est-ce que les pères fondateurs d'Haïti n'ont pas, sans le vouloir, créé un État impossible à gouverner sur le long terme? C'est une question qui hante encore l'histoire du pays aujourd'hui.